Bonjour Benjamin Epps. Bonjour Nikita, comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci, ça va, ça va. Bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on se voit pour parler de ton nouveau projet qui s'appelle L'Enfant Sacré de Bellevue 2. Ouais. Que représente justement cette suite par rapport au premier opus sorti en janvier? C'est une suite logique. C'est-à-dire que on a travaillé le premier volume en se disant qu'on allait s'arrêter là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas appelé volume 1, tu vois. On l'a juste appelé L'Enfant Sacré de Bellevue. Et c'est seulement dans le processus, j'avais plein de morceaux, tu vois, j'étais assez productif et je me suis dit, OK, j'ai fait un volume 1, en plus c'est 12 titres, on va faire un volume 2. Et ça s'est fait tout naturellement. Toi, tu es originaire justement de Bellevue, ouais, c'est un quartier Gabon. À Libreville. Ouais. Comment valorises-tu un quartier dans un rap français qui ne connaissent pas justement que ce soit ses réalités et le quartier tout simplement? On peut le dire, c'est quand même un peu mon rôle de raconter cette histoire-là, de faire en sorte que les gens arrivent à s'identifier. Tu vois, quand moi, petit Gabonais de Libreville, j'écoutais Booba, j'écoutais les Sages Po, j'écoutais Zoxy, etc. Bah, je comprenais pas c'était quoi le 92, je savais pas, tu vois. J'avais jamais mis les pieds dans le 92. Mais j'avais le sentiment de vivre dans le 92 parce que les gars arrivaient à raconter leur histoire et ils arrivaient à bien le faire, tu vois. Et le but pour cet album-là, pour l'opus L'Enfant Sacré de Bellevue, c'était vraiment de raconter l'histoire, qui je suis, d'où je viens, les gens avec qui j'ai grandi, mon environnement, etc. Tu vois. Donc voilà. Toi, tu es venu en France à l'âge de 19 ans. Ouais. Toi, j'imagine que tu as pu découvrir certaines réalités françaises ici. Est-ce que il y a des différences sociales dans le quartier de Libreville et le quartier que tu as pu visiter ici, notamment, par exemple, par le simple fait, moi, si j'y pense, c'est que ce soit les Noirs ou les Arabes ici sont en minorité, entre guillemets, en France. Ouais. À Libreville, dans votre quartier, vous êtes une majorité, vous êtes la majorité de tout un pays. Tu vois exact. Pas forcément parce que la différence, c'est vraiment le paysage, quoi. Tu vois, j'ai quand même le sentiment qu'on vit à une époque où, en tout cas, moi, je suis né dans les années 90, et donc j'ai grandi au début des années 2000. Il y a un truc de mondialisation, tu vois. On écoute les mêmes musiques, on regarde les mêmes films, on a les mêmes influences, on porte les mêmes marques, tu vois. Donc il y a un truc, finalement, les frontières n'existent presque plus en réalité, tu vois. Elles existent dans le concret, parce qu'il faut prendre l'avion pour partir de Libreville et arriver à Paris, parce que là on est à Paris. Mais dans la réalité, dans les faits, non, pas tellement. Tu vois, je côtoie des gens qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Franche-Comté, de la Côte d'Azur, et on se parle et il n'y a pas réellement une différence. La différence, c'est vraiment dans le paysage, tu vois. Au Gabon, tu vois, ton œil arrive à identifier des personnes noires africaines, sauf qu'ici, il y a un peu de tout. Tu as vraiment de tout. Et donc, c'est ça la seule différence, il y a une plus grande diversité d'individus, quoi, tu vois. Mais dans les comportements, dans les habitudes, ça n'a pas été une cassure, quoi, tu vois. C'est surtout le climat, voilà. Le climat, ça a été plus dur, tu vois. Mais non, franchement, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as vu d'autres facettes de ton identité noire en revenant en France? Ouais. Puisque ici tu es une minorité. Ouais. Est-ce que tu as remarqué une différence, que ce soit de regard qu'on porte sur toi ou pas forcément? Oui, naturellement. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où la majorité est blanche, et donc forcément les rapports sont pas les mêmes. Je m'explique. Au Gabon, quand je vais au fin fond du Gabon, à Tchibanga, à Moabi, à Lambaréné, à Port-Gentil, je suis le Gabonais noir du Gabon et il y a aucune question qui se pose, tu vois. Mais à compter du moment où tu traverses la France, tu vas dans des coins comme, regarde, j'ai joué à Tulle, par exemple. Je crois que c'est en Corrèze. Okay. Si je me trompe pas, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes noires sur place, tu vois. Ou s'ils en voient souvent, ils en voient à la télé, ils en voient quelques dans la ville, mais c'est pas le même rapport comme à Paris, par exemple. Là, tu sens un peu la différence, tu vois. Mais
Mais ouais, tu finis par comprendre que tu appartiens à une minorité quand tu vas dans un espace où les couleurs de peau sont différentes, ouais. Est-ce que ça t'a troublé sur ton propre identité? Je te dis ça parce que, par exemple, toi qui viens d'Afrique, tu te sens pleinement africain. Ouais. Ici, les banlieusards, disons, racisés, entre guillemets, en fait, ils sont français. Ouais, ils sont français. Ouais. Et il y a une dichotomie où ils ont l'impression que la société ne leur renvoie pas à leur identité française. Toi, forcément, tu l'as pas, ce truc-là. Ouais. Tu arrives dans un environnement où tu te rends compte que tes frères, en Afrique, on s'appelle tous frères, hein, tu vois. Et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression que même en fait, pas juste les Africains, mais tout le monde s'appelle frère, maintenant. Surtout dans le rap. Surtout dans le peura, ouais. Mais pas que, hein, même dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vrai. Ouais, ça perturbe un peu. Culturellement, c'est quand même un peu différent de naître en France ou de naître au Gabon. Déjà, l'élocution n'est pas la même, en vrai. Tu vois, au Gabon, nous, on a notre façon de parler. C'est-à-dire qu'on a le français qui est la colonne vertébrale, qui est la langue officielle. On a nos langues qui sont parlées par plusieurs groupes de personnes. Mais on a aussi nos expressions gabonaises. On a notre façon de parler. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé en France, on m'a fait remarquer que je disais révolution à la place de révolution. Mais ça, c'est juste notre façon à nous de nous exprimer, tu vois. Et tu vois, il y a des petites différences comme ça. Mais quand, par exemple, tu entres en contact avec des gens qui ont la même couleur de peau que toi, mais qui culturellement ont une autre vision de la vie, c'est vrai que ça chamboule quand même. Tu vois, mon manager est né en France, en région parisienne, de père et de mère sénégalaise. Tu comprends très vite que vous avez la même couleur de peau, mais vous n'avez pas la même culture. Il y a quand même une culture française, tu vois. Il y a une certaine façon de penser, il y a une certaine façon de manger, il y a un certain rapport à la nourriture, à la liberté. Tu vois, il y a des concepts que moi, petit Gabonais, je n'ai pas forcément, tu vois. Et c'est en ce sens-là que tu sens quand même la différence. Tu te sens dérouté un peu. Mais plus tu vis là-dedans, plus tu assimiles des trucs, tu vois. Tu commences à t'acclimater et à comprendre plein de choses. Je te pose cette question aussi. Pourquoi? Parce que c'est pour peut-être un peu déconstruire un mythe. Je sais pas si c'est un mythe, mais le fait de considérer les Noirs comme une entité homogène. Alors que on se pose pas la question sur les blancs ou sur d'autres communautés, et que finalement culturellement il y a parfois des distances, ce qui est tout à fait évident. Non, je pense qu'il y a des distances partout, hein, même chez les personnes de couleur blanche. Hein. Oui. C'est-à-dire que je pense vraiment que le polonais et le français ne vivent pas de la même façon. Ils ont la même couleur de peau, mais c'est peut-être à peu près tout ce qu'ils ont en commun en vrai, tu vois. Ils ont pas le même rapport au climat, peut-être qu'il fait un peu plus froid là-haut. Donc ça fait développer d'autres habitudes, tu vois. Ils parlent pas la même langue. Tu vois, le sénégalais, il est déjà beaucoup plus proche du français que le polonais en vrai. Tu vois, il parle français dès la naissance. Il étudie les livres français. Il a 3/4 des joueurs de l'équipe sénégalaise jouent dans le championnat de France. Tu vois, il y a des trucs. Et donc, ouais, effectivement, il y a de vraies différences selon la géographie. Tu vois, finalement, la couleur de peau, ça ne veut, c'est pas que ça ne veut rien dire, parce que il y a quand même toujours un petit sentiment d'appartenance, tu vois. Mais dans les faits, je pense qu'on est tous différents et que le Renoir belge et le Renoir sud-africain n'ont rien à voir. Genre, il y a aucun rapport, quoi. Si ce n'est qu'ils sont nés et qu'ils sont noirs. C'est marrant parce que Gandhi, le rappeur, il disait quand je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte que on parlait rebeu dans nos expressions belges, etc. Et donc j'ai découvert une autre façon de voir les choses. Exact. Quand t'es arrivé ici, t'es arrivé à Montpellier, si je dis pas de exact. Pour étudier de la socio. T'as une phase, par exemple, dans un ancien projet où tu dis le niveau est tellement bas qu'il s'est réveille devant un noir avec une élocution basique. Ouais. D'où est-ce que ça vient, cette conscience sociale, entre guillemets? Ça, c'est plutôt une critique
de musique. Tu vois, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un truc de justement parce qu'on voit tous les Africains subsahariens ou du moins leurs descendants, donc tous les Noirs, comme un groupe homogène, tu vois. C'est un même groupe. On fait les Noirs, les Blancs, les Arabes, mais en fait, les gens ont des éducations fondamentalement différentes, tu vois, selon le niveau de vie qu'ont leurs parents, selon comment dire, les quartiers dans lesquels, les classes sociales, l'environnement et tout ça. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai beaucoup entendu le truc rappeur égale débile. Et c'est triste parce que ça ne correspond pas à la réalité dans les faits. S'il y a une culture de la facilité dans le rap, de la drogue, c'est des trucs qui existent vraiment. Je pense quand même qu'il y a des gens qui ont de vraies choses à dire et qui sont pas forcément mises en avant. Et je pense que c'est ces gens-là qu'on occulte, tu vois. Pourquoi? Pour confirmer le biais Parce que c'est pas forcément vendeur. C'est pas forcément ce qui fait le plus de sous. Si ce qui fait le plus de sous, c'était de dire des choses sensées, intelligentes, on mettrait beaucoup plus en avant ce type de rap-là. Pas ce qui marche le plus. À l'époque, NTM chantait laisse pas traîner ton fils et ça fonctionnait. Ce message-là n'a peut-être pas le même écho aujourd'hui parce qu'on vit dans un c'est une toute autre génération, c'est une toute autre époque en fait. Laisse pas traîner ton fils, c'était il y a 25 ans. Donc en 25 ans, un quart de siècle, peut-être que les valeurs ont bougé un peu, tu vois. Je peux pas te dire si c'est pour le mieux ou si c'est pour le pire, mais clairement, on est allé vers quelque chose d'autre. On pourra revenir au rap. Toi, dans plusieurs morceaux, tu revendiques être le meilleur rappeur de France. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que cette affirmation, c'est une stratégie marketing ou une conviction profonde? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, j'ai envie d'être le meilleur. Quand je te dis c'est un peu des deux, c'est que je suis convaincu que quand tu prêches quelque chose et que tu y crois, ça finit par arriver. Mais quand je me lève le matin, je veux être le meilleur, mais dans les faits, c'est quoi être le meilleur? Moi, je pense que lyricalement, j'ai beaucoup de choses à donner, mais certains vont peut-être penser que être le meilleur, c'est vendre 500 000 CD la première semaine. Quand je dis ça, c'est mon opinion, c'est mon affirmation à moi et ça n'engage que moi finalement. Mais c'est quelque chose que je prêche et que je confesse, tu vois. Et mon but, c'est que les gens s'approprient ça, tu vois. Si tu l'as remarqué, c'est que j'ai dû le dire souvent. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que ça marche. Est-ce que justement l'aspect chiffré, c'est quoi ton avis par rapport à dessus? Est-ce qu'il rentre dans le paramétrage de ce qui est être le meilleur ou pas? Parce qu'il y a vraiment un débat dans le rap depuis longtemps en disant, il y en a qui disent ceux qui vendent sont pas forcément les meilleurs et d'autres qui disent je pense à Despo qui dit t'es pas meilleur parce que tu vends moins de CD. Tu vois. Ça dépend. Je ne savais pas combien de disques est-ce que Diams avait vendu, combien de disques est-ce que Nas avait vendu. Je sais même pas combien de disques Mauvais Oeil de Lunatic a vendu. C'est vrai. Tu sais toi? Je sais que Lunatic sont disques d'or, c'est sûr. Ouais, on m'a dit que c'était les disques d'or en indépendant et tout. Ouais. Mais sinon non. Mais tu sais pas. Ça veut dire que ça a pu se faire sur 3, 4 ans, sur 5 ans, peut-être. Ou peut-être un peu moins. Ces aspects-là, c'est des trucs qu'on remarque aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. Genre, hier, on écoutait, est-ce qu'il est bon? Ah ouais, il est bon. C'est un bon artiste, il est fort. Est-ce qu'il est pas bon? Ah ouais, moi, j'aime pas trop parce que je trouve que il sait pas écrire, j'aime pas les instrus et tout. Mais finalement, la musique, c'est les oreilles, tu vois. C'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon la musique? En tout cas, encore une fois, tu vois, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois la chose. Et je conçois qu'il y ait des gens qui voient la chose autrement, tu vois. Que il a combien d'auditeurs Spotify par mois? Ça veut dire qu'il est bon. S'il en a 50 000, ça veut dire qu'il est pas bon. Tu vois, c'est vraiment une vision personnelle de la chose. Moi, j'écoute la musique, j'écoute des gens qui ont 5000 auditeurs sur Spotify, quoi. Et tu les trouves archi chaud. Et moi, je trouve archi chaud, tu vois. J'écoute là Loose and the Yakuza, qui est une artiste belge, m'a fait découvrir un rappeur qui s'appelle Sty. Mais tu vois, j'ai kiffé et après je suis allé écouter chez moi et je kiffe. Et tout de suite, je les follow sur Instagram. Tu vois, il doit avoir 3000 abonnés. Et j'écoute sa musique parce que
parce que c'est bon ce qu'il fait, genre juste c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, tu vois. J'ai pas besoin de savoir combien d'albums il a vendu. Après, je pense l'aspect chiffre, ça rentre, c'est pour les maisons de disques, ça. Pour savoir combien est-ce qu'ils vont investir sur toi, tu vois. Mais pour nous, les auditeurs, c'est est-ce que la musique est bonne ou pas. Dans le projet, tu fais différents constats de la société. Il y a une phrase, j'aimerais que tu me reviennes là-dessus. Tu dis, on juge sans les preuves, acculés comme des fauves. On vit quand même vachement dans la société du jugement, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est nouveau ou c'est un truc que tu remarques qui évolue dans ce sens-là? C'est un truc que je remarque qui évolue dans ce sens-là, de plus en plus. À compter du moment où des médias sur Twitter ont dit que tu étais coupable de quelque chose, tu es coupable. Tu es coupable. Peu importe, tu es coupable. Dès que c'est à la télé, tu es coupable. Dès que c'est à la radio, tu es coupable. Mais là, le truc, c'est où sont les preuves? C'est ça la vérité. Où sont les preuves? Quand il y a des preuves qui t'incriminent, finalement, oui, tu es coupable. Et quand il n'y a pas de preuves? Tu sais, à l'époque, il y avait des rumeurs, on savait pas. Aujourd'hui, on prend comme argument d'autorité, mais c'est à la télé. Et alors? Ça peut être faux, tu vois? Et donc, on est dans ce truc-là. Si on a dit qu'Aloha News, c'est un média communautaire, ça y est, tu es catalogué comme ça. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose, on va te ressortir ça. Alors que non. On me le ressort. Hein. C'est vrai? Parfois, Mais non. on me le ressort. Mais non. Ouais. Bah, tu vois, j'ai... Bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a ce truc-là. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on vit dans la société où tout est vérifiable, quand même. Il y a plein de choses qui sont vérifiables. Tu vois, là, il y a des trucs qui tournent où on dit... j'ai vu une photo où il y a Caris, le père de Werenoi, et il y a une femme. Et tout le monde dit que c'est la mère de Mbappé. C'est ça. Et je vois des gens qui sont convaincus de ça. Alors qu'il y a aucune preuve, tu vois. Et ça va sur Internet. Maintenant, je vois tous les blogs se partagent ça. La mère de Mbappé, le père de Werenoi et Caris, à l'ancienne, dinguerie. Wesh. Qui vous a dit que c'était la mère de Mbappé, tu vois? Moi, je sais pas si c'est la mère de Mbappé, tu vois. Mais il y a un truc de... Ça y est, c'est devenu un fait. C'est établi. Encore ça, c'est pas trop grave, c'est rien, c'est que des suppositions. Mais pour des choses plus graves. Tu vois. Pourquoi on en arrive là, tout simplement? Et encore une fois, là, on est en train de discuter, c'est pas du tout minimiser les culpabilités des uns ou des autres. Ouais. Chacun Chacun sa vie, son histoire. Bien sûr. Je pense qu'il y a un truc de... On veut être les premiers. Denzel Washington avait d'ailleurs une formule. Je m'en fous de qui ça blesse. On s'en fout tant qu'on est les premiers à sortir avec l'info. Tu vois, par exemple, Werenoi, paix à son âme, il y a quelqu'un qui a eu l'info de son décès et qui s'est pas gêné de partager ça. Parce qu'elle voulait être la première personne à informer les gens. Genre, j'ai eu l'info avant toi. Ah, toi, t'as pas l'info. Moi, j'ai l'info, tu vois. Et je trouve que c'est une culture, ça fait du mal aux gens, tu vois. Personne s'est soucié de savoir comment sa mère allait, comment son père allait, comment sa famille allait. La première chose que cette personne-là a eu en tête, c'est c'est moi qui vais donner la nouvelle, tu vois. Ça, c'est dur. C'est vrai. Dans le projet, tu parles de la propagande et tu dis, il y a les FAF à chaque coin de rue, avec un Opinel, etc. Ouais. Est-ce que ça, c'est une observation réelle que tu observes ou c'est l'atmosphère? C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Comme quoi, je suis aussi un peu victime des réseaux et des médias. Et tu vois, on est des êtres humains finalement. Bien sûr. À trop nous mettre la pression, on finit aussi par absorber ce qu'on nous raconte, tu vois. Mais quand même, avec parcimonie. Parce que, t'as vu, moi j'ai des grands frères et tout, des gars qui me disent, quand je viens dire un truc, vous avez entendu ça, ils me disent, Renoir, calmos. Ouais. Tu as les preuves? Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances, tu vois? Et moi j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui peuvent me dire, fais attention sur ça. Vas-y. Non, le lyrics là, Renoir. Je suis pas trop corda. Peut-être que, t'as vu, je pourrais tourner ça autrement. Parce que tu vois, ils ont une autre perspective. Et ouais, je pense qu'il y a de ça. Tu enchaînes en disant des pains et des jeux, c'est de ça qu'héritent les pauvres.
du pain et des jeux, c'est de ça qu'héritent les pauvres. Ouais, j'ai quand même le sentiment on est vachement distrait, tu vois. À chaque fois qu'il y a des sujets sérieux, on les occulte et on nous balance des trucs pour nous distraire, tu vois. Là, par exemple, je sais plus, je faisais mes courses et j'ai l'impression que les prix ont vachement augmenté, en fait. Et ils ont grave augmenté, hein. Moi, je pense qu'ils ont grave augmenté, hein. Les prix ont vachement augmenté, gros. Et à la télé, on parle du voile à longueur de journée, genre. Sur les réseaux, on parle que de polémique, tu vois. Chaque jour a sa polémique. Hier, il y a eu le président qui est descendu de l'avion, nanana, polémique. Et ça passe à la télé pendant 3-4 jours. Et les, on va dire, les sujets de fond, entre guillemets, sont totalement oubliés, sont totalement mis de côté, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, genre, de distraire à ce point une population. C'est-à-dire que les vrais sujets, est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as un endroit décent pour vivre avec ta famille? Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce que, si oui, ils vont à l'école, tous les profs sont à l'école? Tu vois, est-ce que il y a des vrais sujets, genre, il y a des trucs qui impactent nos vies directement, tu vois. Que X ou Y ait des problèmes avec sa compagne, truc, machin. En vrai, c'est pas ça qui est important. Mais quand tu vas sur Twitter, c'est ça qui fait c'est de ça que les gens parlent. C'est ça qui fait l'actualité, tu vois. Et je trouve que c'est dommage. Et c'est même pas un truc de vouloir être à part. Non, vraiment pas. C'est la réalité, quoi. On occulte tous les vrais sujets, tu vois. Et c'est dommage. Eu un point dans ta carrière, qui a existé dans ta carrière, c'est le bif avec 404 BD. Ouais. Alors, pour resituer la version de 404, il dit que vous avez fité sur un morceau 88%, il me semble. Ouais. Et qu'en gros, durant un concert... Son morceau à lui. Son morceau à lui, ouais. Pardon. Donc, durant un de tes concerts, il me semble, lui, il estimait que tu l'as payé tardivement et que l'interprétation... Tu l'as négligé, en gros, c'est ça l'histoire. Ouais. Puis, lui, il décide de se dire, vas-y, on passe à autre chose. Et il me semble que toi, tu sors un projet où tu fais allusion à lui sans faire allusion à lui. C'est comme ça qu'il le prend. Lui, il va sortir des titres après. Déjà, cette histoire-là, est-ce que tu peux me raconter, toi, comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai mal vécu. Okay. Je l'ai mal vécu parce que je considère que c'est un gars à qui j'ai donné de la force. Tu vois? C'est pour ça que je l'ai mal vécu. Qu'un gars à qui tu donnes de la force se retourne contre toi, trouve des excuses, machin. Mais après, il y a aussi un truc c'est le rap qui veut ça. C'est la nature même du peura. C'est-à-dire que hier, c'était lui, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Tu vois, la compétition, ça fait partie du peura. Le clash, ça fait partie du peura. Après, on peut trouver 50 000, on peut essayer de trouver 50 000 excuses, mais la vérité, c'est que ça fait partie du truc. Et je le savais. Je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre, tu vois. Donc, j'ai mal vécu le fait que ça vienne de quelqu'un que je connaisse, entre guillemets. On se connaît pas, on n'est pas des potes, tu vois, on traîne pas ensemble. Ouais. Mais j'ai posé dans son morceau, je l'ai invité à mon concert, j'avais pas besoin de l'inviter. Tu vois, mon concert était déjà rempli. J'ai pas fait de promo avec son nom. Je n'avais absolument aucun intérêt à l'inviter. Je l'ai invité quand même. Après, tu sais, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Toi, dans l'EP, est-ce que c'est à lui que tu penses quand tu cites les phases dans ton... Non, en fait, c'est pas comme ça que ça commence. D'accord. Non. Je crois, lui, il fait un morceau avant où il dit tu peux pas dire que t'es le meilleur rappeur, tout ça. Ah ouais, et il dit mon nom, clairement. Et donc, moi, je fais un morceau où j'envoie une pique. On est kiff-kiff, tu vois. Après, il le prend comme il le prend. Et c'est normal, parce que c'est le peura, tu vois. Tu sens dans sa façon de faire les choses qu'il y a un ressentiment. Qui naît de quoi? Lui seul peut répondre. Et lui seul sait de quoi il s'agit. Son premier morceau, Clash, sur toi, il sort. Ouais. Toi, c'est comment tu vis ce truc-là? Je suis en concert, je suis en tournée. Mes managers me disent qu'il y a un morceau qui est sorti. J'écoute, je prends du temps
Je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Tu vois, je suis en tournée, je sortais de 25 dates, je sortais d'un Olympia. Tu vois? Donc je me dis, est-ce que ça vaut la peine, tu vois? Mais comme il dit des choses qui sont fausses, je me réserve le droit de répondre, tu vois. Donc je réponds. Aussi simple que ça. C'est quoi les choses qui sont fausses selon toi? Je vais pas refaire tout le match, tu vois. Mais typiquement le truc de on l'a payé en retard, machin, c'est normal. Tu payes pas quelqu'un à la sortie du concert. Tu dis pas tiens, voilà l'argent, tu vois. Et pourtant je suis pas dans le business depuis longtemps, mais on fait le show, on va recevoir les fonds qui correspondent aux entrées du show et après on va te payer. Et j'ai payé, et pour la petite anecdote, personne n'a été payé à part nous. Dino c'est venu au show, Sam c'est venu au show, personne n'a été payé. Personne d'autre. Bah, lui, il t'accuse d'être le fils d'un politicien et cacher tes vraies origines, des choses comme ça. C'est pas une accusation. Mon père est politicien. Enfin, était politicien. Mais en gros, ça sous-entend t'es pas un real, quoi, entre guillemets. Non. Je pense que ça, c'est la vision que les gens se font du Peura et de la musique. Bien sûr. Je pense que pour faire du rap, comme je te disais, t'as pas besoin de t'être fait tirer dessus 9 fois ou d'être allé en prison. C'est une mauvaise conception de la chose. Mon père a fait de la politique et alors? Qu'est-ce que ça change à ma vie? T'as gagné un BET Hip Hop Award et lui, il dit en gros qu'il y a un espèce de conflit d'intérêts parce que ton manager, c'est des histoires. Manager, C'est des histoires. Danou qui était dedans. C'est des histoires. Pour toi, ça a pas du tout impacté. Non. C'est des histoires parce que c'est une compétition et c'était Best International Flow. C'était pas qui stream le plus, qui est le plus célèbre. Donc son postulat pour moi c'est des conneries. Parce que tu vois ces dynamiques-là, ils peuvent exister, je pense, dans l'industrie. Par exemple, en tout cas moi les retours que j'ai eu, pas par rapport à cette histoire-là, hein, mais aux victoires de la musique, je me souviens il y a une année où il y avait Nino et Damso qui étaient en feu de fou. Ouais. Et aux victoires de la musique, je crois qu'ils ont mis en avant L'Homme Pâle. Oui, mais ça c'est les victoires de la musique, gros. C'est le truc, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Les maisons de disques, en gros, les échos que j'en ai reçus, c'est pas une histoire de blanc, de noir et tout, mais c'est que les maisons de disques, L'Homme Pâle, il allait, c'était en début de sa carrière mainstream. Non, je pense. Et qu'il le poussait. Je pense qu'il y a un gros biais politique aux victoires de la musique. Et c'est sans vouloir manquer de respect à quiconque, tu vois. Quand ça se produit une fois, 2 fois, y a pas de problème. Quand c'est tous les ans, moi par exemple, j'ai pris un exemple dans le morceau Le Message où je dis j'ai battu Central comme Killer Mike a battu Travis. C'est-à-dire que si on part du principe que parce que tu streames le plus, tu dois tout gagner, la musique n'a plus de sens. Pourquoi Travis Scott devrait tout gagner parce que c'est lui qui vend le plus? Pourquoi Drake devrait tout gagner parce que c'est lui qui vend le plus? C'est pas ça l'idée que je me fais de la musique. Tu comprends? Donc le chiffre. Le chiffre c'est bien, parce que c'est marqueur de quelque chose. On se base que sur ça, c'est ça? Non, mais regarde, si on fait une compétition Best Lyricist par exemple, et que tu mets, je dis n'importe quoi, tu mets J. Cole et que tu mets Travis Scott. Ouais, il n'y a pas photo, je pense. Parce qu'on parle de lyrics. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais une compétition Best Artist et tu mets, je dis n'importe quoi sans vouloir égratigner personne, tu mets, je sais plus, Fally Ipupa et Benjamin Epps, peut-être qu'il y a plus de choses qui vont dans le sens de Fally. Parce qu'il danse, parce qu'il chante, parce qu'il compose, tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a aussi donc dans quelle catégorie est-ce qu'on se trouve, tu vois? Après si tu fais une autre catégorie où tu dis je sais pas meilleur jeune artiste, là c'est vraiment à la préférence des gens, c'est vraiment à la comment dire, le meilleur jeune artiste ça veut rien dire, genre.
Tu juges à quoi? Tu juges au plus jeune, à celui qui est le plus jeune, tu juges à la musique, tu juges à quoi? Tu vois? C'est pour ça que je comprends pas certaines remarques. J'ai un peu de mal avec ça, en effet. Est-ce que cet épisode-là a eu un impact dans ta carrière? Un impact, non, parce que t'as vu, moi je continue, je fais des albums. J'ai pris toute l'année 2024 pour préparer L'Enfant Sacré de Bellevue volume 1. Là, je suis en tournée. 20 dates, gros. Plus de 20 dates même. Qu'on va ponctuer par un concert parisien. On va faire la maroquinerie. On devait faire la Gaieté Lyrique, mais finalement, il y a eu des petits soucis et tout. On s'est rabattu vers la maroquinerie, aussi pour des raisons pratiques, surtout le calendrier. Et donc, non, pas du tout. Je fais plein de choses, bro. Donc, ça n'a pas eu d'impact. En revanche, ça m'a ouvert les yeux, comme je te disais, sur les relations avec mes pairs, tu vois. Je pense que faut pas arrêter d'être quelqu'un de sympathique, mais il faut faire attention. Faut faire attention à qui tu dis bonjour, faut faire attention à qui tu tends la main. Même les gens que tu invites en collaboration, faut faire attention. Il faut pas mettre une trop grande distance, mais il faut essayer d'être cordial et professionnel et se dire que tout le monde n'est pas ton ami, quoi. Les gens que tu considères comme tes potes, non, ce sont pas tes amis. Tes amis, c'est les gens avec qui t'es arrivé. C'est les gens qui t'ont poussé depuis le départ. C'est pas les gens qui sont arrivés quand ça fonctionnait, tu vois. Voilà, c'est comment dire ça? C'est une réflexion que je me suis faite après le clash. Donc, dans ton projet, les feats que tu as, ouais, c'était vraiment, t'as intégré cette réflexion-là totalement. Désormais, j'intègre que cette réflexion-là. Je me dis, ok, lui, il veut collaborer avec moi. Pourquoi? C'est quoi son objectif? Qu'est-ce que je gagne, moi, à collaborer avec lui? Qu'est-ce qu'il gagne à collaborer avec moi? Maintenant, je me pose ces questions-là. Au début, j'étais content. Je me disais, c'est un bon rappeur? Il faut rapper avec. Il est bon? Il faut rapper avec. Il peut me donner une plus grande exposition? Il faut rapper avec. Et maintenant, tout ça, poubelle. C'est comment moi, ça me bénéficie. Est-ce que mon image va sortir clean de cette collaboration-là? Qu'est-ce que je vais y gagner, tu vois? Mais il y a des gens avec qui j'aimerais collaborer juste parce que je kiffe leur musique. Et je n'ai aucune considération sur qui ils sont, d'où ils viennent, tu vois. C'est juste la musique, parce qu'après, la musique, c'est aussi les oreilles, tu vois. C'est même d'abord les oreilles. C'est est-ce que tu kiffes ou est-ce que tu kiffes pas. Ouais. Et c'est dommage que tous ces paramètres-là entrent en compte, tu vois. Le truc de se dire, est-ce que le mec est clean? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que le fait de collaborer avec lui, ça va pas m'emmener des ennuis, des trucs, tu vois. J'essaie maintenant de me poser toutes ces questions-là. Donc, forcément, ça va filtrer des choses. Ça va filtrer plein de monde. Mais c'est tant mieux parce que je suis sûr au moins que, tu vois, une fois que tu as passé la barrière, cette barrière-là, on est cool. On fait la musique, on se voit, on est des êtres humains, on connecte, on rigole. Mais la musique, c'est mon taf, genre. Faut que ça reste professionnel, tu vois. Est-ce qu'il y a des artistes, toi, tu dis, voilà, je fais fi de tous ces paramètres, que toi, tu te dis, j'aimerais kiffer avec eux particulièrement? Bah oui, il y en a plein, bro. X-Men, Booba, Ali, en plus jeune, tu vois, tous les jeunes, là, les Kershak, les Favé, tout ça, moi, j'ai envie de rapper avec eux, tu vois. J'ai envie de m'essayer à leur univers, tu vois. SDM, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger d'ailleurs déjà. Alpha One, tu vois, tous les mecs qui ont une singularité, qui peuvent t'apporter quelque chose, tu vois. Ouais, carrément. Par rapport à ce que tu disais concernant l'impact, moi, j'ai vraiment eu l'impression, il y a quand même eu un impact médiatique. Je te dis ça parce que quand tu es arrivé, en 2020, 2021... 2020, fin 2020, ouais. Il y a quand même eu beaucoup de lumière sur toi. Ouais. Tu vois, parce que tu es arrivé aussi dans une époque où, voilà, peut-être lyricalement, il n'y avait pas de proposition particulière, etc. Yes. Mais vraiment, il y a beaucoup de médias qui t'ont porté. Tu vois. Ouais. Tu me dirais... il y a eu l'effet de nouveauté, de surprise, comme tu dis. C'est-à-dire que c'était un truc il n'y avait pas ce rap-là mis en lumière. Ce rap-là existe, mais il n'était pas regardé, entre guillemets, tu vois. Et j'ai réussi à faire en sorte en tout cas, à mettre un peu de projecteur là-dessus. Et avec le temps,
Tu sais, c'est comme tout ce qui est, pardon, c'est comme tout ce qui est nouveau. Ça arrive, on est content, et après, et surtout, on vit dans cette époque-là où c'est quoi le prochain truc? Ok, c'est ça, ça c'est beau, ça c'est bien. C'est quoi le prochain truc? Tu vois? Donc il y a eu ce truc-là, c'est-à-dire quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de waouh, ok, il réussit à faire un mix des deux et tout. Et puis après, naturellement, les gens s'y habituent. Ah, il est là, Benjamin. Ah ouais, je connais. Il y a moins l'effet de surprise, tu vois. Donc tu penses que les deux sont pas liés parce que dans le rap, je trouve que la conclusion de ces clashs, c'était que t'as plus perdu que 404, toi. Il y en a qui pensent ça. Mais moi, je pense que j'ai rien perdu, gros. Franchement, je le vois en tournée. Les gens viennent me voir, ils sont contents de venir me voir. On vend du merch, on fait de la musique. Regarde, là, je fais la promo parce que je vais sortir le 2e volet de l'album. Tout se passe bien pour moi. Donc c'est pas lié. En tout cas, si c'est une défaite, c'est la plus belle défaite de l'histoire des défaites, tu vois. Mais pour moi, c'est pas une défaite. Ça fait partie de la chose, tu vois. Mais c'est pas lié pour toi. C'est juste une question de surprise. Lié, de quoi? Je veux dire, aujourd'hui. L'exposition médiatique? Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Non! En fait, comme je te disais, c'était quand le clash? C'était quand? C'était, début 2024? Ouais. Ça correspond au moment où je prends le temps pour faire mon album. Donc, je fais pas trop d'interviews. Par contre, je fais quelques dates quand même avec, Yaron Herman, qui est un pianiste, reconnu. On fait quelques dates. On a fait, je crois, 6 dates. Et entre-temps, c'est du studio. Je rends mon album en octobre et je le sors le 31 janvier. Tu vois, donc il y a eu du studio, des concerts et tout. Et c'est normal, quand tu fais du studio et des concerts, t'es pas forcément au premier plan, tu vois. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas de tournée cette époque-là et il n'y avait pas de projet. Donc si je vais dans les médias, c'est pour défendre un projet. Alors, si toi et moi on se parle, c'est parce qu'il y a un album qui sort, tu vois. S'il n'y a pas d'album qui sort, gros, on se parle pas, toi et moi. Tu vois. Et peut-être pour en finir, est-ce que tu peux me parler du featuring avec Danny Dan? Franchement, t'as ramené une légende qui fait peu d'apparitions aujourd'hui. C'est vrai. Danny, si je peux l'appeler ainsi, pour moi, c'est lyricalement, c'est parmi ce qui s'est fait de top niveau en rap français, tu vois. Il n'a pas toujours été présent en solo. Ouais. Mais est-ce que tu as besoin d'être un artiste solo pour avoir ta reconnaissance ou tes fleurs? Je ne pense pas. Et au moment de faire ce morceau-là, qui déjà était pas prévu, il travaille avec un gars à moi qui s'appelle Bouddha Chris du duo Just Music Beats. Et Bouddha Chris est en studio un jour et il me dit « Ah, je suis avec Danny ». Et je dis à Bouddha Chris, dis à Danny que je veux rapper avec lui. Parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le lui dire, tu vois. Quand Danny lui a dit, mais grave, moi aussi j'ai envie de rapper avec Benjamin Epps, je me suis dit, gros, moi j'ai réussi ce que je voulais faire, tu vois. Danny Dan, pour moi, c'est top niveau. Donc pour moi, c'est une réussite, quoi. Pouvoir rapper avec Danny Dan, c'est genre un accomplissement. Et plein de gens peuvent pas se vanter d'avoir la même sur leur CV, tu vois. Donc non, je pense que c'est vraiment une bénédiction et je le pense vraiment parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et il ne le sait même peut-être pas. Et avant même d'être fan de Danny Dan, j'étais déjà fan de Zoxy. C'est le même crew. Tu vois, donc pour moi j'ai coché quelque chose, quoi. Et j'ai envie d'y aller à fond. C'est vraiment une bénédiction. Vraiment une bénédiction. Donc Danny Dan, si jamais tu vois l'interview, grand maître. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais. Merci pour l'interview. Je t'ai pas demandé comment tu allais, comment ça va, comment les choses se passent pour toi. Ça se passe. On a joué en Belgique, d'ailleurs, le week-end dernier. On était à Dunkerque la veille, on était à Bruxelles, super concert, à l'ancienne Belgique. Lourd. Et donc je suis en tournée, grosse tournée. On va faire un peu de festival cet été.
On va faire une grosse deuxième partie de tournée cet automne. Ça commence début septembre avec une grosse date à Poitiers. Il y aura plein de grosses têtes du rap français et tout. Après, il y a plein d'autres dates aussi de moi. Peut-être qu'il y aura des coplateaux avec un jeune rappeur belge d'ailleurs qui s'appelle Pete. Ok. Oui. Voilà. Et donc voilà, il y a une date parisienne à la Maroquinerie le 23 octobre. Voilà, c'est ça. Et donc l'album sort le 6 juin prochain. L'Enfant sacré de Bellevue volume 2. On a tout donné, on a tout mis là-dedans. Et j'espère que les gens vont connecter avec cet album-là, tu vois. Parce que j'ai vraiment essayé des choses. J'espère vraiment que les gens vont connecter avec. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Musta. Yep.